Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. En fin d'année, c'est toujours intéressant de se poser un petit peu et de prendre le temps finalement de lire le panorama macroéconomique, conjoncturel, politique un petit peu nécessairement de cette fin d'année pour peut-être mieux appréhender ce qui arrivera ensuite. Et pour ce faire, c'est Florent Vabon qui est avec nous. Bonjour Florent. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, économiste chez Ecofi. Alors bon voilà, fin d'année un petit peu particulière. D'abord l'économie nous pose des questions et on va s'y pencher. Ensuite, la politique s'en mêle. Alors, la France, ça n'aura échappé à personne. Trump non plus, ça n'aura échappé à personne. Alors, il n'est pas encore aux commandes, mais il y a déjà des effets de ce qu'il va faire. Bref, peut-être qu'on a envie de se dire, c'est pas la panacée cette fin d'année. Il y a peu d'espoir. Enfin voilà, vous voyez les choses comment? Est-ce que finalement, il faut broyer du noir ou est-ce qu'on peut quand même regarder les choses avec un petit peu d'espoir? Je pense qu'il faut distinguer les zones, et notamment là où ça broie le plus de noir, si je puis dire, c'est en zone euro en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les indicateurs nous montrent que l'économie n'est pas au beau fixe, c'est le cas de le dire. En revanche, et je vais peut-être vous étonner Cédric, malgré tout ce que vous venez de dire, chez Ecofi, on est plutôt optimiste sur la croissance à attendre en 2025 pour la zone euro. Et notre raisonnement repose sur 3 briques. La première, c'est que l'on pense que la consommation va repartir en zone euro. Alors je sais, ça paraît assez utopique, mais ce que l'on voit, c'est que d'ores et déjà, dans les indicateurs de confiance des consommateurs, on commence à voir un redressement de ces indicateurs-ci, à la faveur de la désinflation, de la baisse des taux. Et puis ce qu'il faut aussi bien regarder, distinguer, c'est les différents pays au sein de la zone euro. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, on parle beaucoup de l'Allemagne, c'est ceux qui s'en sortent le moins bien. Mais quand on regarde par exemple l'Espagne, le taux de croissance du PIB de l'Espagne va dépasser celui des États-Unis en 2024. Et on pense qu'en 2025, ce sera encore un bon cru pour l'économie espagnole. Alors que pour faire une comparaison avec notre petit hexagone, entre guillemets, l'Espagne non plus n'a pas de budget, hein, et ça fonctionne. Tout à fait. Et donc de ce point de vue-là, première brique, la consommation. Le consommateur de retour en zone euro pour 2025. Deuxième brique, l'investissement des entreprises. Alors là, de la même façon, si on regarde la France, ça ne va pas très bien. Par contre, si on augmente, si on élargit un peu la focale, on voit que dans d'autres endroits, ça commence timidement à repartir. Et là aussi, à la faveur de la baisse des taux et de la reprise de la consommation, on peut décemment envisager une reprise de l'investissement. Puis troisième brique, qui cette fois-ci est un petit peu plus subtile, un peu plus structurelle et qui est teintée d'une forme d'espoir, si je puis dire, c'est qu'on anticipe que des facteurs structurels, plus structurels, vont être à l'œuvre en 2025. Vous avez cité tout à l'heure Donald Trump. La manière dont il agit, c'est un peu comme un négociateur. Et ce que l'on pense, c'est qu'effectivement, du côté de l'Europe, on a un pouvoir de négociation, et notamment que ce soit le plan de défense qui a été évoqué de la part de la Commission européenne. Ça peut être un élément pour essayer de contrer la mise en œuvre des barrières tarifaires. Pour le dire très clairement, effectivement, il a dit dans son programme qu'il allait appliquer 10% sur les biens en provenance d'Europe, mais ça n'est pas garanti. Pour lui, en tout cas pour nous, ça va plutôt être une arme de négociation plutôt qu'une menace prête à être mise en œuvre immédiatement. Malgré tout, il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est peut-être très macroéconomique là pour le coup, mais c'est celui de la Banque Centrale Européenne. On a vu qu'elle avait finalement, enfin qu'elle maintient sa vision, qu'elle maintient sa trajectoire. Comment est-ce qu'on voit les choses? Parce que là aussi, quand on regarde de l'autre côté Donald Trump, et on y reviendra peut-être, mais on peut se dire que quelque part, à un moment, il y aura du tiraillement sur les devises, Bon. Donc, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, pour les mois qui viennent, sur cet aspect purement BCE, peut-être avant de franchir l'Atlantique? Alors, tout d'abord, je propose de revenir un tout petit peu en arrière et de regarder ce que, au tout début d'année, le consensus anticipait sur la Banque Centrale Européenne. Ce qui était dans les cours, entre guillemets, c'était de se dire que la Banque Centrale Européenne n'allait pas se démarquer de la Fed et allait patienter jusqu'à ce que la Fed baisse ses taux. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a baissé ses taux dès le mois de juin, avant la Fed, et elle a continué à le faire. Là, le 12 décembre dernier, donc la semaine dernière, elle a baissé ses taux pour la 4e fois, 3e fois consécutive. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle s'est véritablement démarquée. Alors pourquoi? Eh bien parce que l'inflation a beaucoup baissé, et puis parce que l'économie européenne est, on vient de le dire, mal en point. Alors la question que vous venez de me poser, c'est plutôt de se projeter cette fois-ci sur 2025. Alors nous, ce qu'on anticipe, c'est encore 2 à 3 baisses de taux, grand maximum. D'accord. Donc là, c'est une démarcation assez forte vis-à-vis du consensus, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que comme on anticipe un redressement de l'activité, on pense que l'urgence sera moindre en 2025 pour la Banque Centrale Européenne. Pour le dire encore plus clairement, nous, on anticipe un point d'atterrissage du taux de facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne, celui qu'on a coutume de regarder, aux alentours de 2,25%, tandis que le marché, lui, est plutôt en dessous de 2.
D'accord. Voilà. Mais ça veut quand même dire qu'il y a encore des baisses de taux dans les tuyaux. Et donc, ça va alimenter ce redressement de l'activité. Du coup, si on essaie de traduire tout ça, parce que c'est aussi un petit peu le but de l'entretien, en termes d'allocation d'actifs, comment on doit considérer la classe européenne? Alors là aussi, je vais sans doute vous étonner parce que le pessimisme est très fort sur les actions de la zone euro. On aurait plutôt tendance à parier justement sur un rebond des actions de la zone euro. Alors pour les raisons que je viens d'évoquer, hein, les baisses de taux de la BCE qui vont porter leurs fruits. Alors quand je dis les baisses de taux, c'est passé et à venir. On a une décote qui est absolument historique vis-à-vis des États-Unis. De manière générale, le monde entier est en décote par rapport aux États-Unis. Et d'ailleurs, les actions de la zone euro sont chroniquement décotées par rapport aux États-Unis. Ça, il faut quand même le mentionner. Mais là, on est sur une décote de l'ordre de 40 à 45%. Donc en moyenne, on est plutôt 15 à 20%. Donc la décote... devrait y avoir une forme de rattrapage. Une forme de rattrapage, mais on peut rester peu cher pendant très longtemps. Donc c'est pas un argument nécessaire et suffisant. Donc il y a effectivement ce redressement de l'activité que l'on anticipe, qui nous positionne, je l'ai dit tout à l'heure, dans le camp des optimistes, si je puis dire, et puis ces baisses de taux qui donc pourraient favoriser un rebond des actions de la zone euro. Donc voilà pour l'Europe. Franchissons donc l'Atlantique. Jetons un petit œil du côté américain. Alors Donald Trump, on l'a dit, n'est pas encore aux commandes, mais ça ne saurait tarder. Et quand on regarde son programme, il y a quand même beaucoup d'items en face desquels on a nécessairement le mot inflation qui risque de revenir. Or, on sait qu'il a fait toute sa campagne en disant l'inflation, c'est les autres. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on arrive un petit peu à imaginer tout ça, à voir, parce que ce soit la fiscalité sur les entreprises, ça devrait peut-être générer de l'inflation, que ce soit les mesures contre l'immigration, ça devrait générer de l'inflation. Enfin voilà, il y a à chaque fois ces grands items qui nous ramènent forcément un petit mot comme ça. Qu'est-ce que ça va faire, Donald Trump? Je pense qu'il faut hiérarchiser les mesures en fonction de la probabilité qu'elles aient de passer. Donc si on regarde par exemple les baisses de taxes, a priori c'est cette mesure-là qui récolte le plus d'adhésion. C'est sur les entreprises. Voilà, baisse de taxes au niveau des entreprises, c'est ce qui récolte à mon avis le plus l'adhésion du côté du Parti républicain. Donc ça, à mon sens, c'est ce qui aura lieu, peut-être de manière un petit peu plus circonstanciée que ce qui est écrit dans le programme, mais ça va avoir lieu. Donc ça va être plus inflationniste, mais je vais essayer de distinguer les sources d'inflation, plus inflationniste par la demande. C'est-à-dire que l'activité économique va mieux se porter, les entreprises vont potentiellement plus embaucher, etc. Ça crée de l'inflation. Les tarifs douaniers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus une arme de négociation. Et donc de ce point de vue-là, on a plutôt tendance, nous, à penser chez Ecofi que ça ne va pas être mis en œuvre de manière exacte par rapport au programme. C'est un peu plus inflationniste par l'offre, mais c'est pas garanti. D'autant que les entreprises ont des marges importantes, elles peuvent rogner un peu dessus, et les consommateurs sont peut-être un peu moins captifs par la hausse des prix. Ils vont peut-être un peu moins répondre à la hausse des prix. Donc les tarifs douaniers, je modérerai un peu le point. Et la politique anti-immigration, là aussi, on a l'impression que c'est aussi une forme d'arme de négociation. On l'a vu avec le Mexique et le Canada. Et donc, de ce point de vue-là, c'est difficile d'envisager que tout soit mis en œuvre aussi. Mais globalement, on a quand même quelque chose d'un tout petit... Un cocktail qui est un peu plus inflationniste, en effet. D'autant plus que la croissance économique aux États-Unis, contrairement à la zone euro, elle défie la gravité. C'est-à-dire qu'elle est très, très élevée. Et donc, si jamais... même de façon modérée, mais si jamais il y a de nouveau un peu d'inflation qui rentre dans la machine économique américaine, ça va gêner la Fed aux entournures. Tout à fait. Nous, c'est notre scénario. Alors, c'était même notre scénario, j'ai envie de dire, avant l'élection de Donald Trump, puisqu'on avait déjà identifié le fait que l'inflation était beaucoup plus persistante et puis que la croissance économique était plus élevée. Mais donc, effectivement, pour la Fed, ça complexifie l'équation. D'autant plus que ce que l'on a vu aussi durant la campagne, c'est que Donald Trump s'est montré assez vindicatif vis-à-vis de la Fed. Même lors de son premier mandat, on se souvient tous alors à l'époque ça s'appelait Twitter, mais on se souvient tous des tweets qu'il passait tous les jours pour dire il faut que Jérôme Powell baisse les taux. Donc ça veut dire qu'il va essayer de le chamailler, chamailler son indépendance. S'il fallait changer la loi, il changerait la loi pour que la Fed soit plus à sa botte. Hein. Exactement. Il y a même question de mettre quelqu'un entre lui et la Fed, une sorte de mise sous tutelle. Donc effectivement, ça va être gênant de ce point de vue-là, et ça va être gênant parce qu'il y a de l'inflation. Donc nous, notre scénario, c'est de dire qu'il n'y aura pas beaucoup de baisse de taux en 2025 du côté de la Fed. Le marché commence à se mettre sur cette idée. Mais en tout cas, oui, effectivement, la croissance économique, le marché de l'emploi qui commence à se stabiliser, qui est encore instable mais qui se stabilise, et l'inflation qui devrait rester assez persistante. Et s'il y a une décorrélation comme ça entre les deux rives de l'Atlantique en termes de politique monétaire, il y a forcément une question de devise, de taux, de change à avoir en tête, non ? Exactement. Alors, sur la question des changes, il faut se rappeler, c'est pour ça que j'avais fait un retour en arrière tout à l'heure, que c'était déjà le sujet lorsque la Banque Centrale Européenne envisageait le fait de baisser les taux avant la Fed.
tout le monde se posait déjà la question de se dire ils ne le feront jamais parce que sinon l'euro va s'effondrer. Finalement, ils l'ont fait. Le sujet sur l'euro, c'est effectivement le différentiel de taux d'intérêt, c'est un facteur explicatif très important. Mais si on considère qu'il y a un redressement de l'activité qui s'ensuit, là, on peut avoir effectivement... voilà, exactement. Bon, ça, c'était une petite césure. Juste pour terminer, puisqu'on était aux États-Unis, vous nous avez parlé des actifs européens. Si on pose la même question sur les marchés américains, qui sont très hauts, qui ont les magnifiques, etc., qu'est-ce qu'on se dit? On se dit prudence, attention On se dit que le marché est cher, archi cher, mais qu'il peut le rester encore... Pas le choix de... Exactement, il peut le rester encore très longtemps. On a plein d'exemples dans l'histoire des États-Unis où un marché était cher et il est resté encore pendant plusieurs années de suite. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même regarder ce qui se passe, décortiquer les chiffres. Et effectivement, quand on regarde les indices américains, ils sont majoritairement composés, enfin, majoritairement j'exagère, mais aux alentours de 30%, c'est 7 valeurs, les fameuses 7 magnifiques que vous venez de citer. Et ces valeurs-là sont des valeurs de la technologie. D'un seul coup, c'est un peu moins cher. Ça reste relativement... C'est bon marché, on va dire. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on peut être tenté d'aller vers ces valeurs-là plutôt que vers les autres. Mais je pense que rien ne peut battre les 7 magnifiques, en tout cas pour le moment, tant que les résultats sont au rendez-vous. C'est ça la question. Savoir s'il y a une récession aux États-Unis, nous on pense que non. Et puis si les résultats sont au rendez-vous, les 7 magnifiques vont continuer leur progression. Mais il pourrait y avoir un écart qui se réduit un petit peu entre les 493 autres et les 7 magnifiques. Merci beaucoup, Florent. Merci. Florent Wabon, donc, Ecofi, qui nous permettait en fin d'année de lire un petit peu cette économie, cette conjoncture sur les deux rives de l'Atlantique. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Merci. Vraiment. On poursuit, nous, Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.